Bonjour et bienvenue dans Sous-sol, un podcast expérience où l'on frotte le sentiment de beauté au monde vivant. Dans ce second épisode, la chute se poursuit. Accident de cheval, suicide amoureux, glissement hors de la réalité et dégringolade dans le terrier d'un lapin blanc s'entremêlent dans un grand carambolage gravitationnel. Mars 1574. Laurie Barra, sémiologue et chamane. Par ce beau matin de frais printemps, Michel de Montaigne se propose de faire une petite promenade à cheval, accompagné de quelques gens de sa suite. Montaigne n'est pas un cavalier très sûr, mais en homme avisé, il prend toujours soin de choisir pour sa randonnée un canasson sympathique et peu aventureux. Aujourd'hui, il est donc juché sur Barbidou, un double Shetland caramel, acquis pour une somme modique dans un poney club voisin. Quand soudain, l'un des hommes qui l'accompagne, un fier à bras monté sur un altier alezan anglais, perd le contrôle de son ombrageuse monture. Les talons s'emballent, heurtent violemment Barbidou qui chute, emportant dans sa débâcle son cavalier philosophe, dont le crâne percute violemment le sol. C'est alors que Michel de Montaigne va faire une véritable near-death experience, une expérience de mort imminente. Il racontera cet épisode déterminant de sa vie au chapitre 6 du livre 2 de ses essais, intitulé « De l'exercitation ». Voilà le cheval abattu et couché tout étourdi. Moi, 10 ou 12 pas au-delà, étendu à la renverse, le visage tout meurtri et tout écorché, mon épée que j'avais à la main à plus de 10 pas au-delà, ma ceinture en pièces, n'ayant ni mouvement ni sentiment non plus qu'une souche. C'est le seul évanouissement que j'ai senti jusqu'à cette heure. Ceux qui étaient avec moi, après avoir essayé par tous les moyens qu'ils purent de me faire revenir, me tenant pour mort, me prirent entre leurs bras et m'emportèrent avec beaucoup de difficulté en ma maison, qui était loin de là, environ une demi-lieue française. Sur le chemin, et après avoir été plus de 2 grosses heures tenues pour trépasser, je commençais à me mouvoir et respirer, car il était tombé si grande abondance de sang dans mon estomac que pour l'en décharger, nature eut besoin de ressusciter ses forces. On me dressa sur mes pieds, où je rendis un plein seau de bouillon de sang pur. Et plusieurs fois par le chemin, il m'en fallut faire de même. Par là, je commençais à reprendre un peu de vie, mais ce fut par les menus et par un si long trait de temps que mes premiers sentiments étaient beaucoup plus approchants de la mort que de la vie. Cependant, mon assiette était à la vérité très douce et paisible. Je n'avais affliction ni pour autrui ni pour moi. C'était une langueur et une extrême faiblesse, sans aucune douleur. Je vis ma maison sans la reconnaître. Quand on m'eut couché, je sentis une infinie douceur à ce repos. C'eût été sans mentir une mort bien heureuse, car la faiblesse de mon discours me gardait d'en rien juger, et celle du corps d'en rien sentir. Je me laissais couler si doucement et d'une façon si molle et si aisée que je ne sens guère autre action moins pesante que celle-là était. Le lendemain, quand ma mémoire vint à s'entr'ouvrir et me représenter l'état où je m'étais trouvé en l'instant que j'avais aperçu ce cheval fondant sur moi, il me sembla que c'était un éclair qui me frappait l'âme de secousse et que je revenais de l'autre monde. Au-delà de la description très gore, qui constitue ici un tableau clinique assez exhaustif du traumatisme crânien, cet extrait est éminemment important dans l'histoire de la pensée occidentale, car Montaigne va alors révéler à l'Europe de la modernité l'existence, mais aussi la discontinuité du moi. Dans cet extrait, ce que Montaigne institue, c'est la notion de conscience et de ses états modifiés qui jalonnent l'expérience humaine, ouvrant un espace dans l'organisation dichotomique entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, il y a un espace, et cet espace,
c'est celui de la chute. Et dans cet espace, nous dit Montaigne, le moi n'est plus un acquis très ferme. À un certain point de la chute, il n'y a plus de moi pour s'inquiéter de quoi que ce soit, de son statut de maître philosophe, du maintien de sa propre existence. Bref, il n'y a plus de moi. La chute, c'est un moment, bref souvent, mais qui offre toujours l'opportunité d'une grande lucidité. Une des vertus de la chute, c'est bien celle-ci, la lucidité. Montaigne, grâce à cet accident, confirme la théorie qu'il défend, dans le prolongement des stoïciens, qu'il faut se préparer à la mort. Et pour ça, la raison ne suffit pas. Il faut former l'âme. Et ça se passe au-delà de la raison. Ce n'est pas en étudiant la question qu'on va y arriver, disons. C'est un très vieux débat, celui des limites de la raison, de ce qu'elle permet et de ce qu'elle ne permet pas. Montaigne fait pencher la balance du côté de l'expérience. Il faut vivre les choses, la règle ne suffit pas. C'est cela même l'exercitation qui donne son titre au chapitre. C'est l'entraînement. Il faut s'entraîner à l'épreuve, à la souffrance, à la mort, à la chute. Sans doute avez-vous entendu parler de Mithridate, ce souverain antique du royaume du Pont qui fut à l'origine de la pratique de mithridatisation. Cette pratique qui consiste à ingérer des doses croissantes d'un poison afin de s'en immuniser. En voici un qui avait pris à la lettre les propos des stoïciens. L'exercitation, l'entraînement au pire, pour rendre ce pire normal, banal, c'est toute l'histoire de Mithridate. Mais la partie de son histoire que je préfère, c'est sa fin. Mithridate se suicida. Quel paradoxe, n'est-ce pas ? Car dans le monde antique, quand on est un personnage de haute renommée, on se suicide au poison, bien sûr. Les annales ont gardé la mémoire de cet épisode tragique et ridicule, et l'histoire raconte que le souverain dut recourir à l'aide de plusieurs bonnes âmes pour achever le travail. Qu'en déduire ? Peut-être que la mort trouvera toujours le moyen de nous surprendre d'une manière ou d'une autre, et que toute tentative de contrôle est peine perdue. Revenons à la chute et à l'entraînement. On peut s'entraîner à tomber. C'est le travail quotidien des gymnastes, par exemple. Et la mort est un rendez-vous qu'il ne nous faudra pas manquer. Alors, ce que nous dit Montaigne, c'est qu'il faut aller chercher des expériences de quasi-mort, des near-death experiences. Il faut mourir, aussi souvent que possible. Montaigne nous dit qu'il faut pratiquer les avenues de la mort, c'est-à-dire les voies qui nous mènent à la mort, qui nous en rapprochent. Montaigne va s'intéresser à tous ces moments liminaux, d'état de conscience modifiés, que sont ces avenues de la mort, et notamment à l'état de rêve. N'oublions pas que dans la mythologie grecque, Hypnos, le sommeil, et Thanatos, la mort, sont des frères. Montaigne n'est pas le seul à prôner la valeur cathartique de la chute. Tomber est en effet une expérience déterminante, ou pour mieux dire, parlante. Il existe au Moyen-Âge une façon très radicale de rendre la justice qu'on appelle l'ordalie, et qui consiste à jeter le suspect d'un crime du haut d'une falaise ou dans les bouillons d'un cours d'eau tumultueux, puis de remettre son sort entre les mains de Dieu. S'il est innocent, bien sûr, Dieu ne manquera pas de le sauver. Mais s'il s'écrase, ou s'il se noie, c'est bien la preuve qu'il est coupable. Tomber, c'est donc l'occasion de faire ses preuves. On est sauvé ou l'on en meurt. Mais attention, la chute et l'atterrissage sont pourtant des choses différentes. Et l'expérience de la chute vaut par elle-même. C'est ce qu'évoque une autre chute célèbre, celle de la poétesse Sappho, du haut de la roche de Leucade, au VIe siècle avant Jésus-Christ, quelque part entre histoire et mythe. Ce à quoi nous avons affaire ici, c'est en quelque sorte à une chute érotique. La mort de Sappho, c'est un suicide,
par désespoir amoureux. Puisque le beau Phaon ne l'aime pas, puisque l'amour lui est interdit, elle fera l'ultime expérience d'abandon, c'est-à-dire de jouissance, dans la chute mortelle. Le corps qui ne pèse plus, suspendu dans la pure sensation, hors du temps, sans avant ni après, dans la pure présence à soi, à l'air, à la vie, à l'amour. N'est-ce pas une forme de plaisir qui devrait dépasser toutes les autres ? Écoutez ces vers d'Anacréon sur la mort de Sappho. Après avoir encore pris de la hauteur depuis la roche de Leucade, je plonge dans la vague grise, ivre d'amour. La chute, l'ivresse la plus intense et la plus définitive qu'on puisse se figurer. Il faut croire que le puits était très profond, ou alors la chute d'Alice était très lente. Qui parle mieux de la chute qu'Alice, de Lewis Carroll. Car en tombant, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se produire. D'abord, elle essaya de regarder en bas, pour se rendre compte de l'aspect des lieux où elle allait arriver. Mais il faisait trop sombre pour y rien voir. Ensuite, observant les parois du puits, elle s'aperçut qu'elles étaient recouvertes de placards et d'étagères. De place en place étaient accrochées des cartes géographiques et des gravures. Elle saisit au passage un pot sur l'une des étagères. Il portait l'inscription « Marmelade d'orange ». Mais au grand désappointement d'Alice, il était vide. Elle n'osait le laisser choir de crainte de tuer quelqu'un qui se fût trouvé au-dessous d'elle. Aussi fit-elle en sorte de le déposer dans l'un des placards devant lesquels elle passait en tombant. « Eh bien, se dit Alice, après une pareille chute, je n'aurai plus peur de tomber dans l'escalier. Comme on va me trouver courageuse à la maison. Ma foi, désormais, même si je dégringole du haut du toit, je ne dirai rien. » Elle tombait, tombait, tombait. Cette chute ne prendrait-elle donc jamais fin ? « Je me demande de combien de kilomètres à l'instant présent je suis déjà tombée, dit-elle à haute voix. Je dois arriver quelque part aux environs du centre de la Terre, voyons. Cela ferait, je crois, une profondeur de 6000 kilomètres. Car, voyez-vous, Alice avait appris quelque chose de ce genre dans ses leçons d'écolière, et bien que l'occasion de montrer son savoir fût assez mal choisie, attendu qu'il n'y avait personne pour l'entendre, elle trouvait excellent de le répéter. Oui, c'est à peu près la distance, mais alors, je me demande à quelle latitude ou longitude je suis arrivée. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'étaient latitude et longitude, mais elle trouvait que cela était de jolis mots, impressionnants à prononcer. « Je me demande, reprit-elle bientôt, si je vais traverser la terre de part en part. Comme ce serait drôle de ressortir parmi ces gens qui marchent la tête en bas. Les antipodistes, je crois. » Elle fut bien contente cette fois qu'il n'y eut personne pour l'écouter, car cela n'avait pas du tout l'air d'être le mot juste. Mais il me faudrait alors leur demander le nom du pays, bien sûr. « Pardon, madame, sommes-nous en Nouvelle-Zélande ou en Australie ?» Et elle tenta d'accompagner ces paroles d'une révérence. Imaginez ce que peut être la révérence d'une personne qui tombe dans le vide. Croyez-vous que vous pourriez faire une révérence si vous étiez dans ce cas ? Et la dame pensera que je suis une petite fille bien ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Peut-être verrai-je le nom du pays inscrit quelque part. Cependant, elle tombait, tombait, tombait. Il n'y avait rien d'autre à faire. Aussi, Alice bientôt se remit-elle à parler. « Je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir, c'est certain. » Dinah, c'était la chatte. « J'espère que l'on n'oubliera pas de lui donner à 4 heures sa soucoupe de lait. » Que raconte Alice ? Ce qui préoccupe d'abord Alice, c'est sa réputation de petite fille courageuse, puis elle exécute des calculs hasardeux sur la distance parcourue en kilomètres, elle considère les latitudes et les longitudes, elle pense à ce qu'elle va dire aux antipodistes, elle s'inquiète qu'on la trouve stupide, elle pense ensuite à sa chatte, va-t-elle avoir à manger ? C'est étonnant, n'est-ce pas, de développer une pensée aussi prosaïque dans un moment pareil ? Mais c'est aussi comme ça dans le rêve, comme chacun sait. Et c'est aussi la même chose dans l'expérience chamanique. Après 7 jours de privation de sommeil, de jeûne et de silence,
On est assis là, à s'inquiéter de savoir si telle couture de notre chemise est suffisamment solide, si la personne assise à notre gauche n'a pas l'impression qu'on empiète sur son espace, jusqu'à ce que la violente question n'explose dans un énigmatique déchirement. Qui pense tout ceci? Mais qui peut bien s'inquiéter de tout cela? On passe son temps à tomber dans les rêves. Et c'est peut-être encore plus vrai dans le voyage chamanique. Car dans le travail chamanique, quand ce n'est pas vous qui tombez, ce sont les choses qui vous tombent dessus. Le son du tambour chamanique. C'est comme si chaque battement vous rapprochait du bord de la falaise. Et à un certain point de la cérémonie, vous sortez de l'hypnose, vous secouez la tête, vous frottez les yeux, et vous réalisez que la réalité s'est étrangement dérobée sous vos pieds. Quelques instants auparavant, vous étiez entré dans une enceinte sacrée et la réalité, elle, est restée dehors. Peut-être là-bas, dans la forêt, qu'on décèle encore dans la nuit. Vous n'avez rien vu arriver. Vous regardez autour de vous le rituel qui se déroule, le chaman qui officie. Son travail, c'est de suspendre le temps et d'ouvrir un espace d'éternité. Un espace où il ne reste plus que le feu, la musique et vous. Quand l'éternité s'est installée, alors vous savez que cela va arriver. Le tout maintenant, c'est de ne pas paniquer. L'autre réalité va s'écraser sur votre scène. Un peu comme si un machiniste fou allait tout à coup lâcher tous les câbles qui retiennent le décor dans l'invisible. Et là, vous y êtes. Vous êtes tombé dans l'absolu. C'est toujours déconcertant, la chute dans l'expérience chamanique, parce que ça n'est pas un délire. C'est au contraire beaucoup plus réel que la réalité habituelle. Je dirais même que ça tombe sous le sens. C'est une chute, mais une chute lucide. Quand on vous révèle une vérité, on dit qu'on tombe des nues. Et c'est exactement cela. Tout à coup, je vois. Boum! Vous étiez près d'un feu de palme, sous une hutte de branches, quelque part au fond d'une forêt tropicale, et c'était la seule réalité possible à vos yeux. Et l'instant suivant, vous vous retrouvez projeté dans un taxi new-yorkais. Et voilà, c'est maintenant cela, la seule réalité possible. Vous sentez l'odeur du cuir, du sandwich au curry et de la clope que mâchonne le chauffeur. Vous pouvez évaluer l'état des freins et des amortisseurs, l'âge des fauteuils. Vous entendez le baffle droit qui grésille et cette version très bizarre de Come As You Are qui passe à la radio. Et le regard du chauffeur qui vous fixe dans le rétroviseur, qui vous perfore. Ce regard-là, c'est inoubliable. Et tandis qu'il scrute le tréfonds de votre être, son doigt avance lentement en direction du bouton source de son autoradio. Le roller coaster enclenche les derniers cliquets de la crémaillère. Vous arrêtez de respirer. Vous fermez les yeux. Clic. Dans le voyage chamanique, on tombe de réalité en réalité. Ou plutôt non, on ne tombe pas. On s'élève en direction du cœur de la terre. Ce qui est bien avec la chute, c'est qu'en somme, c'est une expérience accessible à tous. Pas besoin d'aller en Mongolie pour vivre de l'hors-soi, être hors du soi, dégagé de toute personnalité, de tout ego. Il suffit de faire du vélo sans les mains sur une route caillouteuse suffisamment longtemps. Et dans cet instant magique du gadin, il n'y a plus que la vie. Et c'est tout. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, tomber, c'est un état temporaire et même très fugace. Certains cherchent à prolonger le plaisir en s'adonnant au parachutisme, au plongeon ou au base jump. Mais pour d'autres encore, il s'agit d'un état quasi permanent. C'est le cas des schizophrènes.
Adolf Wölfli est un schizophrène bien connu pour son admirable talent de dessinateur. Ses œuvres rayonnantes nous suspendent dans un espace sans haut ni bas, sans repère, sublime et flottant comme un cosmos. Wölfli a passé le plus clair de sa vie dans un asile, à Berne, après avoir été maltraité par un père alcoolique et délirant pendant les premières années de sa vie. Ayant lui-même violé plusieurs femmes, sa vie sera une chute, sans fin, qui consignera, année après année, dans ses extraordinaires dessins, semblables à Alice, dépeignant le contenu des étagères qui n'en finissent plus de défiler de bas en haut tout au long de sa chute. Gilles Deleuze écrit, à propos d'Adolf Wölfli, « Le schizo retombe sur ses pieds, toujours vacillant, pour la simple raison que c'est la même chose, de tous les côtés. Dans l'espace schizophrène, on tombe sans fin, mais on continue d'exister. » L'expérience souvent quotidienne du schizophrène dans l'espace de la chute le contraint d'exister dans cet espace sans organisation, sans ego, sans relation possible. Pour autant, ça n'est pas un espace sans géométrie, sans géographie. Les schizophrènes, eux, la voient, cette géographie. C'est celle que Wölfli dessine. Quant à nous, nous en voyons un infime échantillon lorsque nous tombons. Le chaman, lui, la voit, y circule, s'y adapte, et y noue des relations. Tandis que pour le schizophrène, cette géographie de la chute est un désert, raconte Félix Guattari, où toute la production désirante s'arrête, où, figée, elle feint de s'arrêter. Psychose. Ces corps catatoniques sont tombés dans le fleuve comme des plombs, immenses hippopotames, fixes, qui ne reviendront pas à la surface. D'immenses hippopotames catatoniques plombés au fond du fleuve. Voilà ce que sont les schizophrènes. Mais prenons un instant pour nous regarder nous-mêmes, nous, les êtres saints d'esprit du XXIe siècle. Que voyons-nous ? Comment décrire notre condition d'existence à un peuple qui viendrait de notre passé ou de notre futur et qui ne saurait rien de notre temps ? Probablement, nous décririons la pensée de notre époque comme un pressentiment constant d'une catastrophe imminente, qu'elle soit sanitaire, militaire ou écologique, sans doute les trois. Et nous décririons aussi ce sentiment d'impuissance, de sidération paralysante, face à l'inéluctabilité des événements qui se déroulent, d'une certaine manière sans nous, mais bien pour nous, en série. Tsunami d'Asie, pollution des océans, ouragan Katrina, explosion de la centrale de Tchernobyl, tremblement de terre de Kobe, famine de 1958, guerre mondiale, éruption du mont Sainte-Hélène, disparition des espèces, un temps de catastrophe imminente permanente. Kata, vers le bas en grec, strophée, le renversement. La meilleure définition de la catastrophe, c'est ce que vit la tortue quand elle se retrouve retournée sur le dos, dans un état contraire à elle-même. La tortue sait autant que nous ce qu'est la catastrophe. Mais les humains ne sont pas des tortues. Notre extraordinaire particularité de bipède est due au fait que nous ayons choisi au cours de l'évolution de regarder vers le haut, de développer notre conscience panoramique du haut de nos deux pattes verticales, voir loin, voir venir, deviner, déceler, imaginer, voilà notre nature. Alors, pour de tels êtres, la catastrophe, le renversement vers le bas, ce n'est pas, comme pour la tortue, de se retrouver avec les yeux tournés vers le ciel. C'est au contraire de se retrouver avec les yeux tournés vers le sol, myope, aveugle aux alentours, terrassé, dépourvu de toute perspective, d'immenses hippopotames fixes tombés au fond du fleuve comme des plombs. Oui, nous sommes tous schizophrènes. Notre grande catastrophe, c'est donc de croire que pour nous la chute est finie, qu'elle est advenue, que nous sommes arrivés quelque part et que nous n'en pourrons plus bouger. Car le grand piège de la pesanteur,
c'est qu'elle nous fait croire que nous ne sommes plus cinétiques, que tout mouvement nous serait dès lors interdit. Comme nous ne voyons plus rien de ce qui nous entoure, nos perceptions se sont limitées à celles de nos corps individués. Nous nous pensons seuls, plantés là dans nos baskets, séparés du reste, séparés des autres, tendant les bras pour parvenir à nous toucher, à récupérer notre force de groupe, notre capacité d'action. Être schizophrène, ce n'est pas penser que l'on est plusieurs, quand en fait on est un être unique. C'est le plus souvent se croire seul, alors que de toute évidence, l'humanité est un être pluriel. Cette illusion d'être séparés, voilà notre chute. Parce que nous nous croyons fragmentés, nous créons un réel fracturé, sans conscience des alentours. Nous créons des déchets, comme si quelque chose pouvait disparaître vraiment parce qu'il n'est plus là sous nos yeux. Nous consommons sans conscience du lendemain, car nous fragmentons le temps et que demain nous paraît quelque chose de différent d'aujourd'hui. Nous ignorons le sort de nos congénères, car nous croyons au destin individuel, persuadés que notre responsabilité se limite à notre propre vie. Il n'y a que l'individu qui tombe et s'écrase, car on ne s'écrase que contre ce que nous pensons réel. Sans individu, pas de réel. Sans réel, pas d'individu. Dans l'état schizophrène, dans l'état chamanique, c'est autre chose. Pas d'individu, donc pas de réel non plus. De pure virtualité qui se traverse comme l'ectoplasme traverse les murs. Le chaman, lui, doit apprendre à nager dans sa chute. Alors, pour lui, le risque principal, ce n'est pas l'écrasement, c'est la dérive. On peut dériver à mort. Dériver dans le flou, mais aussi dériver dans la vérité. Alors il n'y aura plus jamais d'espoir de revenir à soi, de retourner sur la scène du théâtre humain. La première chose qu'il faut apprendre dans le voyage chamanique, c'est à assurer sa ligne de vie, à confier sa sécurité à des opérateurs, des tours de contrôle, des outils de navigation, qui vous garantissent de vous ramener à bord du grand vaisseau du réel quand le moment sera venu. Il faut que le fil d'argent qui vous relie à la vie soit bien attaché à votre cœur. Alors, dans ces conditions, on peut aller explorer, comprendre et revenir. On peut s'adonner à la chute, avec délice, dans un espace où le sens n'est plus maître de rien. L'espace de Lewis Carroll, dans lequel on peut enfin, comme le propose Arnaud Villani, laisser vivre et respirer la virtualité de tout. Tombons en rêve comme Alice, sillonnons avec Montaigne les avenues de la mort, voyageons avec les chamans hors du réel, suivons les lignes de fuite qui nous mèneront jusqu'aux racines de la machination illusoire. Tout est là, il n'y a qu'à regarder, écouter les évidences, les vraies, non celles que nous imposent nos sens d'hippopotame catastrophés. Ouvrons les yeux pour de bon, c'est-à-dire fermons les yeux et regardons vraiment. Prenons un instant pour visualiser la Terre, notre petite planète. Voyez comme elle tourne sur elle-même. Et maintenant, regardez-la exécuter sa rotation autour de notre magnifique Soleil, sur le plan de l'écliptique, inflexible, accompagné de ses voisines, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne et les autres. Tout cela tourne bien régulièrement, en orbite parabolique, parfaitement stable autour de l'axe inaltérable de l'étoile solaire. Nous autres habitants du système, nous sommes bercés depuis les origines par cette horlogerie céleste parfaitement huilée que nous observons comme un mobile du fond de notre berceau terrestre. Et maintenant, regardez mieux. Tout ceci n'est qu'une illusion. Car le Soleil n'est pas un point fixe, nous le savons bien. Non seulement il est lui-même en rotation autour de l'axe de la Voie lactée, notre galaxie, mais encore, comme une balle
Tiré depuis le rayonnement du fond cosmologique, il suit une trajectoire dans l'univers en expansion à la vitesse de 369 km par seconde, soit 13 280 000 km par heure. Alors maintenant, imaginez à nouveau le Soleil en train de fuser en suivant son itinéraire balistique comme un vaisseau spatial éblouissant, accompagné dans sa course par un cortège de 9 corps célestes, aspirés par sa puissance, décrivant autour de lui un élégant ballet de spirales en route vers l'infini. Et quelque part, sur l'un de ces corps, la Terre, nous, les humains. Voilà la réalité. Une partie de la réalité. Nous ne sommes prisonniers d'aucun plan. Nous ne sommes jamais passés 2 fois par le même point. Nous n'avons jamais croisé 2 fois les mêmes coordonnées de l'espace-temps. Notre forme naturelle, c'est la spirale. Chaque instant est la découverte d'un nouveau lieu de l'univers. Le cosmos, c'est la chute, mais la chute, c'est l'expansion. Bref, jamais rien n'est jamais tombé, puisque tout tombe ensemble. Paul Valéry avait eu cette phrase magnifique pour rendre hommage au génie de Newton, le découvreur de la loi de la gravitation universelle. Le génie de Newton a consisté à dire que la Lune tombe alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Quelques années plus tard, le physicien John Archibald Wheeler lui répond, en rendant hommage à Einstein cette fois. Il fallait bien le génie d'Einstein pour remarquer que la Lune ne tombe pas, alors que tout le monde voit bien qu'elle tombe. Rien ne tombe en effet. Tout spirale, tout voyage.